Bonjour Madame Sinclair, merci d'être là, je suis un vieux docteur. Et vous appartenez à l'histoire, ouais, je suis là. Je suis à l'histoire des journalistes. Je voudrais votre regard sur la manière dont les choses ont évolué entre la presse que vous représentez, la presse écrite, la presse parlée, mais la vraie, celle où on avait le temps de s'arrêter, vos émissions, on avait le temps de s'arrêter. Après ça, les chaînes à débit continu, qui ont sincèrement, à mon avis, faussé un peu le débat. Puis maintenant, vous l'avez tranquillement évoqué, les réseaux sociaux. Quel est votre regard sur cette évolution de l'information ? Oui, la presse a énormément évolué. Quand je faisais cette émission dont on parlait, j'ai commencé, il y avait 3 chaînes. Ensuite, il y en a eu 6. Aujourd'hui, il y en a d'innombrables. Pardon. Et donc, ça change le discours, ça change le rapport qu'on a, notamment à la parole politique. J'en disais un mot tout à l'heure en disant qu'elle était désacralisée aujourd'hui, parce que la politique est en effet partout, elle est tout le temps. Et quand vous regardez dans une journée, tout le monde s'est exprimé quasiment tous les jours. Et donc, la parole politique perd de son aura et de sa force, d'une part. Deuxièmement, l'information continue. L'information continue, elle est extrêmement utile. Moi, je reste une journaliste intoxiquée, et donc j'écoute France Info dans ma voiture, je rentre chez moi et je branche soit BFM, soit LCI, soit France Info pour essayer d'avoir les dernières nouvelles. Il y a plusieurs différences très fortes. La première, c'est que pour qu'il y ait de l'information continue, il faut pouvoir tenir. Et pour tenir, à la fois, ça suggère qu'on répète beaucoup la même chose, qu'on solennise ou qu'on rende plus polémique un certain nombre de sujets, de thèmes, de telle sorte qu'ils soient attractifs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'information, ça se vend. C'est-à-dire, ça se vend à des publicitaires, notamment sur les chaînes privées. Donc, il faut attirer les publicitaires. Et quand il y a une manifestation, souvent, c'est de montrer les poubelles qui brûlent, parce que c'est plus attractif que de montrer un cortège où il ne se passe rien. Alors, je ne dis pas qu'ils vont chercher exprès, mais il y a une sorte de doigt mis plus sur l'événement qui est le plus spectaculaire ou le plus clivant. Par ailleurs, c'est aussi le lieu où se déchaîne le plus de polémiques. Et notamment une certaine chaîne qui s'en est fait la réputation d'être celle qui lance le plus de débats, souvent inutiles, ou souvent violents, ou qui en fait ne débouchent pas sur quelque chose, sur un vrai sujet de société. Et puis, il faut meubler. Et comme il faut meubler, il faut parler bien sûr de la météo, qu'elle aille bien ou qu'elle aille mal. Il faut parler des faits divers, même des faits divers. Les faits divers, ça existait de tout temps. C'était la matrice première de tous les romanciers, de tous les littérateurs. Un fait divers est un révélateur de société. Mais fait divers derrière fait divers, parfois il n'y a pas de morale à en tirer. Il n'y a pas de leçon à en tirer, sinon une sorte de voyeurisme général et d'apitoiement général sur la situation. Pour toutes ces raisons, je pense que la seule façon de faire est de diversifier beaucoup ces sources d'information. J'ajouterais aussi une chose, c'est que les journaux télévisés eux-mêmes ont énormément changé. Autrefois, il y avait une hiérarchie qui était simple. Vous aviez les événements nationaux, la politique, l'international, l'économie, les faits divers, le sport.
et des sujets de divertissement. Aujourd'hui, tout est à niveau. Tout est, vous avez à la fois le glissement de terrain au Pakistan qui est à côté du meurtre qui a lieu dans la banlieue voisine. Vous avez les sujets qui sont sans hiérarchie les uns à côté des autres. Et ça est quelque chose qui me dérange et qui me dérange beaucoup. Je discutais avec un de mes vieux camarades que je connais bien, qui est Gilles Boulot, le présentateur du journal de TF1. Et je lui dis, mais tu te rends compte que votre sommaire de journal, quand on zappe de la 1 à la 2, est exactement identique. Vous avez le même ordre de choses, c'est-à-dire la moutarde qui commence à manquer dans les supermarchés, le prix du litre d'essence qui nous concerne tous, est-ce que l'hiver sera chaud, est-ce qu'il sera froid, tous les jours, est-ce qu'on va avoir une coupure d'électricité ou pas, y a une sorte... Et on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Ou on le sait si Kherson est complètement ravagé et bombardé, et encore, c'est généralement pas en ouverture de journal. Bon. Donc, c'est un sujet, la transformation de l'information elle-même. J'en viens, parce que je pourrais être très longue sur le sujet, j'en viens aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le meilleur et le pire, et plus le pire que le meilleur. Le meilleur pour toutes les sociétés totalitaires. Je dois dire que si aujourd'hui les femmes iraniennes peuvent se passer le mot d'ordre et se battre avec un courage inouï, et qui mériterait qu'on s'incline davantage devant elles que ne le font un certain nombre de féministes qui devraient plutôt les saluer. Eh bien, les femmes iraniennes ont pu se donner le mot d'ordre via des réseaux sociaux, via des chaînes YouTube, via des images ça et là dérobées aux forces de l'ordre. Même les Chinois qui voient les matchs de Coupe du Monde et qui ont vu l'ensemble du public dans les stades, la plupart, ça c'est, le médecin dira si c'est une bonne chose que la plupart n'aient plus de masque, mais c'est un autre débat. Mais en tout cas, les Chinois se disent, mais au nom de quoi, nous, on est... Bravo, j'en ai un aussi dans ma poche, parce que je suis venue par le train, j'étais toute seule, docteur, dans le train, à avoir mon masque, toute seule de mon wagon. Et donc, les Chinois se sont aperçus qu'ils n'étaient pas traités comme le reste du monde. Donc, c'était les réseaux sociaux, pour toutes les sociétés fermées, c'est une formidable circulation d'informations. C'est une formidable ouverture sur le monde. Et au départ, dans les pays démocratiques, c'était une conversation, c'était intéressant. Je dois dire que moi, quand j'ai lancé le Huffington Post, ce journal en ligne, je me suis inscrite sur Twitter parce que je voulais faire la promotion d'un certain nombre d'articles qui me semblaient intéressants de mes journalistes. Aujourd'hui, j'ai 500 000 followers et je fais en sorte de m'exprimer le moins possible. Pourquoi ? Parce que dans les sociétés démocratiques, à l'abri de l'anonymat, c'est un déferlement de haine, bien souvent, de violence, d'anathème. Et quand par hasard je poste ou que je retweet un article intéressant qui s'attaque à Donald Trump ou à Poutine, il y a tous les robots pro-Trump ou pro-russes qui sont là pour m'insulter, mais de manière ordurière et extrêmement violente. Donc c'est souvent un déferlement de haine. Et ce qui me semble surtout la logique du réseau social, les deux logiques qui sont les plus dangereuses, c'est que la première, c'est que ça vous enferme dans votre bulle, c'est-à-dire qu'au fond, et on est tous comme ça, on aime mieux aller retrouver des gens qui pensent comme soi, plutôt que des gens qui pensent différemment, qui nous obligent à un effort de tolérance ou de discussion et qui nous obligent à confronter notre opinion. C'est tellement plus agréable d'être entre soi. Eh bien, le réseau social renforce l'entre-soi. Et puis, deuxième objection, c'est que c'est le plus formidable terrain de l'incompétence.
C'est-à-dire que moi, qui ne connais rien au sujet dont vous êtes le spécialiste, je prétends en savoir autant que vous sur ce sujet, puisque ma parole vaut la vôtre. Eh bien non, le sachant, le savant, l'expert, là aussi, le besoin d'une hiérarchie. Et n'en déplaise à tous les démagogues et à tous les populistes, je crois que ceux qui savent ont un avantage sur les autres. Moi, je vous parlais de sport, j'y connais rien, mais je pourrais dire la même chose sur la science physique, et je n'ai pas de connaissances en sciences physiques, et je respecte ceux qui en ont fait leur métier qui en ont la maîtrise. De la même manière, vous avez vu pendant le Covid, tout ce qui s'est dit en termes complotistes ou délirants, ou encore une fois de paroles non maîtrisées. Voilà, je ne veux pas être trop longue, mais les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet d'interrogation, sans parler du relais des fake news, des informations complètement fantaisistes, et qui ont autant de résonance qu'une information vraie. J'ai été un peu longue, mais c'est un sujet très, très intéressant aujourd'hui et très brûlant. Je comprends que vous avez dit sur la diversité de l'actualité, au-delà de la mousse de l'actualité. Est-ce que vous avez une méthode pour dessiner les grands tendancieux? Pour tout dire, je crois que la seule façon, c'est d'essayer de faire son miel et son opinion d'opinions différentes, diverses, contradictoires. Encore une fois, moi aussi, j'aime mieux les gens qui pensent comme moi, mais il faut se confronter à des gens qui ne pensent pas comme vous, y compris dans des journaux, dans des livres qui reflètent des idées différentes, un peu originales, et qui permettent d'avoir d'autres éclairages. Donc non, j'ai pas de méthode. Je suis une grosse consommatrice de la chose écrite, plus peut-être encore que de la chose parlée ou télévisée. J'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télévision, mais j'ai beaucoup aimé la radio. Je crois que j'ai préféré la radio à la télé. Et aujourd'hui, je crois que je préfère l'écriture à tout. Bonsoir. Est-ce que vous auriez un regret à nous partager dans votre parcours professionnel, une expérience que vous auriez voulu vivre ou une personne que vous auriez souhaité interviewer? D'abord, pardon, mais bravo, vous avez un masque. Je suis un peu obsédée, excusez-moi, mais je vois qu'aussi une dame là au premier rang a un masque. Des gens que j'aurais souhaité interviewer, il y en a des centaines, des dizaines. En France, j'aurais bien aimé interviewer deux actrices que j'aime beaucoup et que je respectais, que j'admirais, qui étaient Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. Elles n'ont jamais voulu venir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ma tête leur disait rien. Peut-être qu'elles craignaient que l'éclairage sur le plateau ne les mette pas... c'est assez violent, un éclairage de télévision, c'est pas fait pour adoucir forcément les traits. Encore qu'une femme comme Sharon Stone l'a fait avec beaucoup de bienveillance et de naturel. Et c'est une grande star, elle aussi, une femme très intelligente, très belle et très intelligente. Oui, il y a des tas de gens que j'aurais aimé interviewer. Pour tout dire, les politiques, je crois que j'en ai vraiment fait le tour. Et je crois que même aujourd'hui, où la vie publique s'est un peu renouvelée, moi j'ai arrêté il y a 20 ans cette émission, il y a 20 ans. Et donc, plus de 20 ans, j'ai arrêté en 97, donc à force de dire 20 ans, ça en fait bien 25. Donc la classe politique s'est un peu renouvelée, pas tellement. Enfin, il y a des têtes nouvelles quand même, mais je ne suis pas du tout démangée par l'idée de
que je ne puisse plus avoir de tribune politique. D'ailleurs, on m'en a beaucoup proposé et je les ai toutes refusées. J'ai préféré faire ce que je fais à la télévision 2 fois par an ou 3 fois par an, qui est une émission sur la musique classique et l'opéra, qui sont mes dadas de jeunesse et que j'aime beaucoup. Tiens, si j'avais pu connaître Maria Callas, qu'est-ce que j'aurais aimé la faire parler, ou plus exactement, j'aurais été une groupie émue d'être devant elle. Non, là vous me prenez un peu au dépourvu. Qui j'aurais aimé interviewer, je vous lâche quelques noms. Qui j'ai regretté d'avoir interviewé. Oh là, je ne vais pas faire un palmarès à l'envers. Disons des gens qui ont été un peu banals ou qui n'ont pas ou que j'ai mal su interviewer. Vous savez, c'est compliqué d'interviewer que ce soit intéressant à chaque fois quand on fait une émission en direct. J'ai 2 souvenirs qui n'étaient pas très agréables, alors que je me faisais une joie de les avoir, qui étaient Madonna et Paul McCartney. Et Paul McCartney, c'était l'idole de ma jeunesse. Moi, j'étais dans un état d'excitation absolue. J'étais allée à La Haye où il donnait un concert. Et on était installés, il donnait son concert à 20h, et moi je faisais mon émission de 19h à 20h, et on était en haut d'une sorte de zénith, et on était dans les combles avant qu'il ne fasse son show. Et visiblement, personne n'avait dit à Paul McCartney dans quel genre d'émission il allait venir. On lui avait dit sûrement, vous sortez, je sais pas quoi, un remix, un album, j'en sais rien, vous devriez faire cette émission. Mais donc il écoutait, il savait pas où il allait, il savait surtout pas que ça allait durer 1 heure, il savait pas qu'il y avait des actualités dans la semaine, parce que personne n'avait osé lui dire quel était le type d'émission. Et donc j'ai une expérience assez désagréable, c'est qu'il était assis là, de l'autre côté de la table en face de moi, et derrière lui passait un de ces hommes de son équipe, qui me faisait signe qu'il fallait que j'arrête l'émission. Or, il était 8h moins 20, on n'arrête pas une émission quand elle n'est pas finie et qu'on n'a pas rempli son vous voyez, la pagaille extraordinaire, si le journal s'arrêtait à 8h15, si une émission s'arrêtait en plein milieu. Bon. Et donc, le type qui était passé derrière lui faisait comme ça. Ce qui est extrêmement chaleureux, élégant, et surtout vous met tout de suite dans une disposition d'esprit extrêmement agréable et confortable. Bon, ça c'était donc Paul McCartney, énorme déception, ça n'enlève rien à son talent formidable et à celui de ses camarades Beatles. Madonna, c'était un peu pareil. J'étais ravie d'avoir Madonna, c'était formidable. D'abord, elle était très attendue. Et puis, elle non plus, on ne lui avait pas expliqué ce qu'elle venait faire. Elle est arrivée, elle avait une dent en or, elle avait des tresses comme Heidi, un tailleur avec un short Bermuda en tweed, un ruban rouge autour du cou, et elle n'était pas souriante du tout. Et quand je lui ai demandé un peu justement ce qui se passait dans le monde, elle a dit qu'elle avait rêvé de Gorbatchev il y a 3 jours, ce qui n'était pas particulièrement, sauf si elle avait pu me décrire une scène extrêmement torride avec Gorbatchev, ce que j'ai bien essayé de lui suggérer, mais j'ai pas eu de réponse. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a des émissions ratées. Et les émissions ratées ne sont pas toujours celles qui font la plus mauvaise audience, de la même manière que les grosses audiences ne sont pas forcément des émissions réussies. Et donc là, ça avait fait une très grosse audience, mais c'était franchement une mauvaise émission. Voilà. Rebonsoir. Moi j'avais une question pour rebondir sur la question de Patrick Goldstein tout à l'heure concernant les médias. Et particulièrement sur la chaîne que vous n'avez pas citée, que je ne citerai pas non plus. Et ma question c'est, qu'est-ce que vous pensez du danger que représente aujourd'hui pour la démocratie le couple Bolloré-Hanouna ? Je dirais le danger que représente pour la démocratie
un milliardaire qui concentre entre ses mains un pouvoir de la presse extraordinaire, c'est-à-dire un immense empire, qui a dans son conseil d'administration des hommes politiques qui en profitent pour régler leurs comptes, qui a la main sur des maisons d'édition. Et donc ça, c'est un véritable danger pour l'expression publique. Et c'est un danger en matière d'information. Imaginez que toutes les chaînes soient comme CNews, je la cite, comme CNews, comme Europe 1, comme la presse qui est en train de lui tomber entre les mains, ce serait assez dramatique. Il a racheté certains titres de la presse Lagardère et il y fait régner les sujets qu'il souhaite voir mettre à la une comme des potentats d'une autre manière. C'est-à-dire que un jour, les journalistes de Paris Match ont vu arriver en une de Paris Match une photo du cardinal Sarah, qui est sûrement un personnage extrêmement respectable, mais qui est surtout le confesseur de M. Bolloré, et qui n'avait pas lieu d'être en une de Paris Match, qui s'était fait connaître par le poids des mots et le choc des photos, et là il n'y avait ni poids ni choc. Et c'était surtout contre la volonté de sa rédaction. Donc oui, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est un des sujets qui nous mobilise, les journalistes. Et d'ailleurs, ceux qui sont partis au moment des rachats, je pense notamment à mes camarades d'Europe 1 qui ont décidé de s'en aller parce qu'ils ne voulaient pas rester sous la domination de quelqu'un qui était si peu féru de liberté d'expression que c'était inquiétant. Alors Hanouna est un épiphénomène de la galaxie Bolloré, pas très glorieux, mon sens. Enfin, je lui souhaite beaucoup de succès, que beaucoup de gens le regardent, très bien. Simplement, je pense que à la fois un programme où on met des nouilles dans le slip d'un collaborateur, où on insulte un député de la République, même si ce député a été un chroniqueur pas forcément très glorieux de son émission, où on fait un référendum pour ou contre la peine de mort, contre les institutions de la République. Enfin, c'est un danger, je trouve, là aussi, pour la liberté d'expression. Et je pense que l'ARCOM, qui est l'instance qui a succédé au CSA, à la Haute Autorité, etc., va sûrement s'en saisir et faire ce qu'il faut, du moins, espérons-le. Dernière question. Merci, Monsieur le Président. Voilà, j'aimerais vous poser une question, sans vous embarrasser, bien sûr. Je vous assure que ça ne sortira pas d'ici. Aujourd'hui, si de nouveau, il y avait une émission qui s'appelle 7 sur 7, le dimanche soir, qui verriez-vous transmettre et quelle est la journaliste ou le journaliste aujourd'hui qui se rapprocherait le plus de votre objectivité, de votre bienveillance et de votre tolérance? Vous avez le droit de ne pas répondre, bien sûr. Je ne veux pas donner des brevets ni de bons journalistes, ni parce que je ne les citerai pas de ceux qui seraient mauvais. Il y a aujourd'hui des très bons journalistes. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que dans l'évolution des médias, il y a quelque chose de très positif, c'est la place prise par les femmes. Au moment où j'ai commencé ma carrière, il y a longtemps, les femmes n'avaient pas voix au chapitre sur des sujets dits régaliens, c'est-à-dire la politique étrangère, l'économie, c'était les sujets des hommes. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler à Europe 1, dans les années, fin des années 70, début des années 80, eh bien les femmes faisaient les informations sur la santé, sur l'éducation. C'était déjà très avancé que dans le domaine qui était traditionnellement celui des hommes, dans la mode bien sûr, dans la cuisine.
ça, c'était les sujets réservés aux femmes, et aux hommes, les sujets nobles. Et un des changements qu'il y a eu, me semble-t-il, c'est au moment de la première guerre du Golfe, où se sont trouvées sur le champ de bataille des femmes reporters. Et c'était la première fois qu'on allait des femmes reporters de guerre. Reporters de guerre, ça renvoyait à Lucien Baudard, à Joseph Kessel, à des hommes fameux qui étaient sur les champs de bataille, soit de la Deuxième Guerre mondiale, soit de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie. Et là, pour la première fois, il y avait des femmes en plus grand nombre que les hommes, souvent plus courageuses, souvent plus déterminées à y aller. Et ça a été aujourd'hui, je crois que je peux dire que, pas dans les postes de direction encore, mais dans les postes qui occupent aujourd'hui des fonctions de journalistes dans les rédactions, il y a aujourd'hui une parité. On ne se pose plus la question si c'est un homme ou une femme. Et franchement, ça a beaucoup changé depuis le moment où j'ai commencé et où les femmes n'étaient pas jugées crédibles. Et c'est d'ailleurs une des raisons mécaniques pour lesquelles aussi mon émission a eu du succès. C'était pas seulement parce que j'étais peut-être sympathique à des gens, c'est parce que aussi, pour la première fois, on voyait une femme qui, sur ces sujets politiques, tenait tête à des hommes politiques. Et on en était autant capables que les hommes, mais simplement on ne nous avait pas encore donné la possibilité. Donc le hasard a fait que j'ai pu le faire et que ça a permis à toute une génération de femmes aujourd'hui qui sont ultra nombreuses et qui font parfaitement ce métier. Alors je ne veux pas, encore une fois, faire de hit parade, c'est pas du tout ça, mais elles sont nombreuses et tant mieux. Merci. Dernière intervention, comme il va y avoir une séance de dédicace. Merci. Bonsoir madame. Je fais très rapide. Vous nous avez dit avoir refusé, et on l'avait constaté, interviewé Jean-Marie Le Pen, entre autres, et vous nous avez dit que vous étiez la seule à partager cet avis. Comment vous expliquez ça déontologiquement au niveau de la corporation journaliste? Être la seule à refuser à interviewer ce personnage? Tout simplement parce que les journalistes sont très soucieux de dire il faut donner la parole à tout le monde. C'est la règle commune. Vous savez, c'est l'objectivité. Comme on a souvent dit, l'objectivité, c'est 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs. C'est pas ça l'objectivité. Et d'ailleurs, l'objectivité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'honnêteté. Ce qui peut exister, c'est la recherche d'être le plus complet possible. Mais l'honnêteté, mais l'objectivité, ça n'existe pas. On se trimballe avec son propre ressenti, ses propres émotions, sa propre culture, sa propre éducation. On est soi-même. Vous êtes, je suis, le produit de votre personnalité qui transparaît aussi dans les questions. Alors on peut être aussi honnête que possible, mais objectif ne veut rien dire. Les journalistes, d'une manière générale, considèrent qu'il faut donner la parole à tout le monde. Alors, c'est aussi difficile comme frontière que la mienne, qui est de dire qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde. C'est où est la lisière, où est la frontière? Donner la parole à tout le monde, c'est pas vrai non plus. On ne donne pas la parole à n'importe qui dans la rue. Donc, on la donne à certaines personnes. Est-ce que c'est certaines personnes parce que leur parole détonne? Parce que leur parole est provocante, parce que leur parole n'est pas conforme à ce qu'on a appelé le cercle de la raison, qui est d'ailleurs une donnée que je récuse et qui n'est pas pertinente. Je ne saurais pas plus dire au nom de quoi il faut faire parler tout le monde qu'au nom de quoi il faut ne pas donner la parole à tout le monde. C'est un critère qui est extrêmement personnel. Donc, si vous voulez, la facilité, c'est de dire on ne fait pas le tri, on ne choisit pas, on donne le micro à celui qui représente quelque chose. Mais encore une fois, l'exemple que je donnais tout à l'heure de Zemmour est un exemple. C'est à partir de quel moment il fallait lui donner le micro? Simplement parce qu'il criait plus fort que les autres, parce qu'il disait des choses qui détonnent, qu'il disait des choses scandaleuses, des choses fausses aussi. Voilà, c'est l'appréciation personnelle
En somme, au fond, il y a une seule réponse à ça, c'est la responsabilité personnelle du journaliste, ou la responsabilité du rédacteur en chef, ou la responsabilité du directeur d'une information. C'est-à-dire c'est lui ou elle qui donne ses choix. Et après, il est ou approuvé par les gens qui travaillent sous ses ordres, ou par les lecteurs, ou par les téléspectateurs, ou désapprouvé. Mais il y a une sorte de sanction qui est comme une sanction de l'homme politique qui se présente au suffrage. Vous savez, à la télévision, on n'a pas le... j'ai toujours récusé le concept de star, parce que je pense que les stars, on les choisit. On entre dans une librairie pour choisir un livre. On va dans une salle de cinéma pour regarder un film. À la télévision, on prend ce qui passe. La seule liberté qu'a le journaliste, c'est d'éteindre. Ce qui est une liberté... la seule liberté qu'a le citoyen, pardon, c'est d'éteindre, de vous zapper. Et ben c'est cette forme de sanction, ou bien on regarde, ou bien on ne regarde pas. J'allais vous dire quelque chose avant de poser ma question, et j'ai l'impression que ça répond à ce qu'on vient de vous demander. J'allais saluer le fait d'être très agréable à regarder depuis toujours, et vous le serez toujours. Et j'allais surtout saluer votre intégrité, que j'ai toujours ressentie en vous regardant. Donc je pense que ça répond un peu, parce que l'intégrité, ça fait plus vraiment partie des qualités qu'on rencontre forcément. Mais ma question, c'était, avec toute la description des déviances, que ce soit les réseaux sociaux ou parfois certaines chaînes de télé, vous n'avez pas l'impression, de manière affreuse, que ça correspond quand même à une certaine image de la nature humaine? Vous savez, la nature humaine de tout temps, il a fallu, comme on dit dans le bon sens populaire, en prendre et en laisser. De tout temps, il y a eu des gens qui étaient respectables et des gens qui ne l'étaient pas. De tout temps, il y a eu des gens qui étaient des grandes voix et puis des gens qui ne l'étaient pas. L'histoire est faite de hauts et des bas et de moments troubles ou de moments un peu moins joyeux des histoires nationales. Et donc, je ne tirerai pas de conclusion là-dessus. Je ne dirais pas qu'on est dans une période de décadence. Vous savez, il y a des cycles, comme en économie. Il y a des moments où vous avez une conjonction, comme à la Libération. Vous aviez une fermentation littéraire extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez l'impression que peut-être cette fermentation est moins forte aujourd'hui, qu'il y a moins de grandes voix qui écrivent, qui pensent, qui parlent. Mais ça dépend des périodes et des moments. Donc, je ne tirerai pas de conclusion générale. Et quant à l'intégrité, je vous remercie du compliment. Encore une fois, on essaye d'être le plus honnête possible, y compris en avouant et en disant ses propres faiblesses ou en étant son propre juge. Et croyez-moi, je suis très sévère sur moi-même. Voilà, en tout cas, je voulais... vous remercier pour cette merveilleuse conférence et quand même terminer sur une note d'espoir que chacun a la possibilité de construire une petite pierre à son édifice de ce nouveau monde, comme on a habituellement l'habitude de l'appeler en ce moment, mais tout est à reconstruire en permanence et de toutes les manières, je pense que l'espoir est à venir et que chacun d'entre nous ici présents ce soir représente cet espoir, et c'est pour ça que je vous remercie tous de votre présence pour honorer notre conférence.